projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Olaoluwa Bagun, cette jeune femme nigériane nourrit le rêve d'élever les femmes africaines à leur juste place dans la société. Elle a fondé son association Girl Pride Circle pour faire avancer cette cause, en commençant par l'éducation des jeunes filles du Nigeria et leur sensibilisation aux abus et aux préjugés. C'est notre invité du jour. Girl Pride Circle est une organisation qui s'engage à défendre les droits, la santé et le bien-être des filles, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'éducation, l'égalité des chances et des communautés sans violence. Renouer avec des pratiques artisanales ancestrales, trouver du travail à des femmes isolées et réanimer un lien social. C'est ce qu'a réussi cette coopérative en Tunisie. C'est une bonne formule parce qu'elle joint, à part l'aide financière, il y a toute une organisation, tout un suivi pour développer ces projets. Sauver les orphelins du Nigeria, c'est le quotidien de ces structures qui cherchent à nourrir et à éduquer des millions d'enfants. Ça ne se voit pas dans son comportement. Il se lie aisément d'amitié avec les autres. On ne devinerait pas qu'il est orphelin si on ne le savait pas. Je vous emmène en Tunisie pour ce premier reportage qui plonge justement dans le quotidien de femmes longtemps sans formation et recluses chez elles. Grâce à des fonds de la Banque africaine de développement, elles ont réussi à s'investir dans une coopérative de tissage de tapis. À la clé, 20 emplois directs et beaucoup d'espoir, comme l'a constaté notre journaliste Frédéric Durand-Drouin. Kef, une région de la Tunisie à la frontière algérienne, frappée par le chômage et l'isolement des jeunes. Parmi eux, ces femmes sans formation, condamnées à rester à la maison. Il y a 2 ans, un espoir est né à travers cette coopérative de tissage de tapis, Andisana, ou J'ai un métier. Sa fondatrice, Rachida Griani, 56 ans, l'a financée grâce à une subvention du programme Soukatanamia. C'est la première édition de cette initiative conjointe de la Banque africaine de développement et de 19 partenaires des secteurs publics et privés, tous unis dans le même objectif, la création d'entreprises et d'emplois en Tunisie. C'est mon pays, c'est ma région. Ce sont les femmes marginalisées que j'ai pu les prendre de leur isolement. Ils sont ensemble, elles se rencontrent, elles sortent de leur maison. C'est important. Je ne peux pas m'installer par moi-même car je ne dispose pas d'aide financière. Je préférerais que la coopérative continue d'être soutenue par le projet pour continuer à travailler ici. La coopérative a déjà créé une vingtaine d'emplois directs et tout en assurant à ses membres un revenu stable, elle leur donne également la possibilité de voler de leurs propres ailes. On va leur donner le diplôme de formation en tissage et tout. Ils vont faire un test et ça c'est important, qui leur permet d'avoir des prêts, qui leur permet d'accéder à créer leur propre atelier. Non loin de là, à Kasserine, voici Taoufik Saoudi. Ce diplômé en finance de 36 ans, de retour au pays après une formation au Japon, s'est présenté à Soukatanamia avec une idée originale, développer la production artisanale avec une fibre végétale tirée de l'alpha, une plante locale utilisée jusque-là quasi exclusivement pour la production de papier. Je n'ai pas beaucoup de moyens financiers. Je commençais avec un projet moyen, bien modeste, disons. Mais ce que j'ai insisté, on a aussi l'aide du BAD avec cette formule de Soukatanamia. C'est une bonne formule parce qu'elle joint, à part l'aide financière, il y a toute une organisation, tout un suivi pour développer ces projets. Et aussi, il y a une valorisation de l'entrepreneur de toute une région délaissée et ça m'a aidé de lancer ce projet.
Avec 3 ateliers, déjà 45 employés et 4 commerciaux basés à Tunis, Taoufik a bien rempli son double objectif de développement d'un produit et d'un territoire régional. Aujourd'hui, il peine même à fournir une demande croissante. Et pour les femmes de la région, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Avant, nous arrachions l'alpha et le vendions à l'usine de papier, et cela s'arrêtait là. Mais maintenant, nous l'arrachons, le transformons en objet et le vendons. Nos revenus ont augmenté et nous avons moins de peine à l'arrachage. Les premiers chiffres de cette édition pilote sont très prometteurs puisque 61 projets ont été financés et 1 million d'euros mobilisés, sans compter un effet de levier de 2 millions de dinars. 63% de ces projets qui proviennent de régions défavorisées, ce qui montre qu'il y a un potentiel énorme dans ces régions-là. Une fois qu'on leur donne la chance de concrétiser leurs idées, 33% de femmes, 34% de chômeurs et 51% de jeunes. Gage de réussite, Souk Tanmia s'achemine actuellement vers sa seconde édition. Le programme pourrait être adapté prochainement à d'autres pays d'Afrique. Et surtout, il est en train de devenir une nouvelle source d'inspiration pour tous les futurs entrepreneurs du continent. Je vous le disais en titre, notre invité du jour défend un combat qui nous est particulièrement cher à Initiative Africa, celui de l'avancement des femmes du continent. Olaloua Bagoun, une jeune femme du Nigeria, a pris conscience très tôt des inégalités sociales qui entravent les progrès de leur émancipation. Elle a décidé d'agir. Son association Girl Pride Circle veut amener les jeunes africaines à rêver en grand format. Exactement comme elle l'a fait elle-même à 13 ans en devenant sénatrice du Parlement nigérian des enfants. Elle s'est confiée à notre équipe de Lagos. Vous avez fondé votre ONG Girl Pride Cycle en 2014 en tant qu'étudiante de premier cycle en droit. Qu'est-ce qui vous a inspiré à démarrer une organisation à but non lucratif alors que vous étiez une jeune fille ? Alors, mon parcours en matière de défense des droits de l'homme est intéressant car j'y ai été initiée très jeune, à environ 13 ans, lorsque j'ai été nommée pour rejoindre le Parlement des enfants nigérians en école secondaire. Et donc cette expérience, une sorte d'engagement dans la sensibilisation de la communauté autour des droits des enfants, en particulier ceux des filles, en ce qui concerne l'éducation et la violence sexiste, c'est ce qui m'a servi de tremplin à l'époque. Et donc cette expérience m'a vraiment amenée à consacrer toute ma carrière à défendre les droits des filles et j'ai continué à étudier le droit à l'université. Mais j'ai réalisé qu'il ne suffisait pas de connaître le droit pour avoir la connaissance des lois. Il y a beaucoup à faire sur le terrain en termes de sensibilisation de la communauté, en termes d'autonomisation des filles et c'est cela qui m'a motivée en 2014 à lancer l'initiative Girl Pride Circle. Décrivez-nous alors l'impact que votre initiative Girl Pride Cycle a pu avoir sur la vie des adolescentes nigérianes, ainsi que sur la société nigériane dans son ensemble. Quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière jusqu'à présent ? Girl Pride Circle est une organisation qui s'engage à défendre les droits, la santé et le bien-être des filles, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'éducation, l'égalité des chances et des communautés sans violence. Concernant les réalisations dont nous sommes les plus fiers, jusqu'à présent nous avons pu mobiliser plus de 200 filles pour rédiger un plan d'action communautaire sans précédent pour la prévention de la violence sexuelle. Ce plan d'action a en fait été adopté et approuvé par la région locale d'Alimosho, la plus grande communauté locale de l'État de Lagos, et la communauté a continué à utiliser ce plan d'action comme guide pour les initiatives locales de prévention de la violence sexuelle et de la violence sexiste en général. Plus récemment, nos filles ont également rédigé une politique de tolérance zéro pour les communautés religieuses. Et cette politique de tolérance zéro définit essentiellement des lignes directrices pour le signalement et la prévention des violences sexuelles et pour faire face à cette menace, en particulier au sein des communautés religieuses. Nous avons également recruté environ 150 chefs religieux influents au sein des communautés religieuses chrétiennes et musulmanes à Lagos au Nigeria pour servir d'ambassadeurs de la tolérance zéro. Ces ambassadeurs continuent à mener une politique de tolérance zéro au sein de leur communauté religieuse. Enfin, nous avons créé un documentaire intitulé « Les échos d'espoir » qui amplifie la violence des jeunes victimes de violences sexuelles en faisant des recommandations à la justice pour les agents des forces de l'ordre afin de faire en sorte que justice soit rendue, en particulier pour les jeunes victimes de violences sexuelles. Et à travers toutes ces initiatives, la formation des filles, nous avons également
également formé environ 2500 filles pour qu'elles continuent à utiliser leur voix pour défendre leurs droits. Je dirais que nous avons fait beaucoup pour avoir un impact sur les filles en particulier, mais aussi sur la société nigériane dans son ensemble. En plus de diriger une organisation locale, vous avez continué à vous engager avec plusieurs organisations internationales, institutions de développement et plateformes de défense de haut niveau à travers le monde. Comment est-ce que ça contribue à amplifier le travail que vous faites ? Je pense qu'il est vraiment important pour les jeunes défenseurs, en particulier les jeunes défenseurs de l'égalité des sexes, de penser globalement et d'agir localement. J'ai participé à plusieurs plateformes, telles que le réseau du Commonwealth pour l'égalité des sexes, où je suis actuellement coordinatrice. Il s'agit d'un réseau de plus de 200 jeunes défenseurs passionnés de l'égalité des sexes dans 54 pays du Commonwealth. Et cette plateforme m'a permis de m'engager avec mes pairs, d'autres personnes qui travaillent sur les questions d'égalité des sexes dans leur propre pays pour échanger des points de vue afin de représenter aussi la voix des jeunes sur d'autres plateformes telles que la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies et en fait la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui est le plus haut niveau de prise de décision pour les gouvernements du Commonwealth. Donc m'impliquer dans ces plateformes m'a permis d'accéder à des opportunités de développement personnel qui ont enrichi mes compétences en leadership en tant que jeune fondatrice et dirigeante d'une ONG locale au Nigeria. Et elles ont également servi au réseautage, car il est vraiment important de s'engager avec d'autres personnes qui ont le cœur et la tête au même endroit. Et même au-delà du réseau du Commonwealth pour l'égalité des sexes, j'ai eu la chance d'être une jeune leader de Women Deliver, où les femmes tiennent parole, ainsi que d'être membre des Future Leaders Connect, les futurs dirigeants se connectent du British Council, et même de m'engager au niveau de l'Union européenne en tant que jeune leader. Toutes ces plateformes continuent de m'inspirer, elles continuent de me mettre en contact avec des dirigeants de haut niveau et me permettent de m'exprimer de ma propre voix, d'une voix authentique et de dire la vérité au pouvoir via toutes ces plateformes de défense qui comptent dans le monde entier. La mobilisation des ressources semble être un énorme défi, en particulier pour les ONG à travers l'Afrique subsaharienne. Comment avez-vous réussi à mobiliser un soutien et des ressources pour poursuivre votre travail ? La réalité d'être une organisation à but non lucratif dirigée par des jeunes est que parce que vous êtes dirigé par des jeunes, vous êtes coupé de beaucoup d'opportunités de financement. Car bon nombre d'entre elles, à travers le continent et même à travers le monde, ciblent de très grandes organisations avec de nombreuses années de travail passées à la mise en place de structures. Et c'est quelque chose que les organisations dirigées par des jeunes comme l'initiative Girl Pride, nous n'en sommes pas encore là pour le moment. Heureusement, il y a eu des organisations et des individus qui se sont engagés à financer des organisations dirigées par des jeunes. Et c'est ainsi que nous avons continué à poursuivre nos efforts pour les droits des filles et l'égalité des sexes. Pourtant, il y a beaucoup à faire. Nous sommes toujours ouverts à toute forme de collaboration, en particulier des collaborations qui ne sont pas typiques ou traditionnelles, comme des collaborations entre des ONG et des entreprises, des organisations privées. C'est donc quelque chose qui, vous savez, nous avons vraiment hâte de collaborer avec de nouveaux partenaires, des partenaires non traditionnels qui ont également un intérêt dans l'égalité des sexes à travers le monde. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir, Société Générale. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Grâce au travail des organisations internationales, le nombre d'orphelins en Afrique a entamé un léger repli ces dernières années. Mais ils représentent toujours un tiers des orphelins dans le monde. On dénombre plus de 50 millions d'enfants isolés en Afrique et parmi eux, environ 6 millions d'enfants nigérians. Les orphelinats comptent sur des donations pour subvenir aux besoins de leurs protégés. La malnutrition demeure un problème majeur. Notre journaliste John Orumen a visité l'orphelinat Oronsaye dans l'état d'Edo au Nigeria. L'orphelinat et la maternité Oronsaye ont été construits en 1951 dans l'état d'Edo, dans le sud du Nigeria.
C'est un foyer qui recueille des enfants abandonnés et sans abri. Quand ils arrivent ici, ces petits orphelins sont très souvent en mauvaise santé. Ils ont tous connu un passé difficile, mais n'ont qu'une seule aspiration, devenir des gens bien. Quand je serai grande, j'aimerais être infirmière. Et moi, médecin. J'aimerais être médecin pour sauver les gens de la mort. Chez ces enfants, ces rêves ont été presque anéantis, faute de soutien familial. Aujourd'hui, ils sont 24 à être pris en charge par la propriétaire du centre, Kate Oron-Sagnier, 84 ans, dont plus de 40 années passées comme sage-femme. Ils vivent tous dans ce centre qui compte 53 chambres. Douglas, 13 ans, et sa sœur de 9 ans, Neka, sont arrivés au centre en 1998. Douglas n'avait que 5 ans et sa sœur était un bébé. Ils ont tous les deux été sauvés d'un violent feu de forêt provoqué par leur mère, une femme déséquilibrée. J'aime aller à l'école car j'adore apprendre. Plus tard, j'aimerais être banquier. Pour réaliser son rêve, Douglas doit travailler 2 fois plus que ses camarades. Il est parmi les meilleurs de sa classe, malgré son dur passé d'orphelin sans abri. Être orphelin ne l'affecte pas en quoi que ce soit. Ça ne se voit pas dans son comportement. Il se lie aisément d'amitié avec les autres. On ne devinerait pas qu'il est orphelin si on ne le savait pas. Jusqu'à présent, le centre a reçu des dons en espèces ou en nourriture. Des aides versées par des philanthropes ou des associations caritatives. Mais une grande partie de l'orphelinat est subventionnée par les revenus de la famille Oron-Sagnier. Nos besoins sont beaucoup plus importants qu'au début. Les enfants grandissent. Aujourd'hui, les gens sont qualifiés. Les intégrer dans la société fait partie de nos défis. Même si la vie est agréable dans le centre, les enfants doivent faire face à quelques petits désagréments. Par exemple, le bruit de la pluie qui tombe dans les conteneurs d'eau. Le bâtiment est très vieux et la plupart des structures sont en mauvais état. L'objectif de l'orphelinat Oron-Sagnier, c'est de réhabiliter les enfants en leur offrant une vie normale, comme s'ils n'étaient pas orphelins. Au centre, ils peuvent aussi améliorer leurs compétences professionnelles. Dans ce centre, on ne rejette pas un gamin parce qu'on ne peut pas s'occuper de lui. Si on est formé chez nous, on peut prendre en charge les enfants de l'entrée à la sortie du centre. Le secteur privé s'implique également dans le financement de ces initiatives éducatives. Avec l'aide de Western Union, nous donnons la possibilité à chaque personne de cette communauté d'avoir des échanges de compétences. L'impact de ce projet est très grand et beaucoup d'autres personnes souhaitent y participer. Newman Oron-Sagnier, qui a grandi à l'orphelinat, a pu bénéficier du centre et acquérir des compétences. À 22 ans, il est ébéniste et travaille aussi en tant que formateur de jeunes. Il me faut du matériel. D'ailleurs, je suis prêt à partager mon savoir, même bien au-delà du centre. Quand il pense à son avenir, Douglas est très optimiste, même s'il sait qu'il lui faut beaucoup travailler. Dans 10 ans, je serai le meilleur. Déterminés à laisser leur passé derrière eux, Douglas et ses camarades ont déjà gagné une bataille. Ils ont retrouvé le sourire et le goût à la vie. Une belle revanche sur le destin. Nous retrouvons Olaloua Bagoun pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Elle nous expose les nouveaux défis de l'émancipation des femmes et comment la menace d'abus se déplace dans la sphère virtuelle à travers Internet et les réseaux sociaux. Écoutons-la. Il est bien connu que beaucoup de sociétés africaines sont profondément patriarcales. En tant qu'organisation qui fait avancer les droits des filles au Nigeria, quelle a été votre expérience face à ces normes sociales, culturelles et de genre qui sont très répandues ?
Le patriarcat est une culture profondément enracinée dans nos communautés, en particulier ici en Afrique. C'est en fait un enjeu mondial, n'est-ce pas? Dans notre travail à travers les communautés locales au Nigeria, Girl Pride Circle a été bien sûr confronté à certaines de ces normes de genre issues du patriarcat. À titre d'exemple, lorsque nous avons voulu établir l'un de nos centres d'enseignement, nous utilisons le taekwondo de base pour enseigner aux filles l'autodéfense et l'autonomie corporelle. Certains enseignants de l'une des écoles que nous avions contactées étaient farouchement opposés à ce que les filles pratiquent les arts martiaux parce qu'ils pensaient que ce n'était pas quelque chose pour elles. Beaucoup de ces normes de genre qui ne nous servent pas nécessairement à l'heure actuelle sont profondément enracinées chez certaines de ces filles. Et c'est donc l'une des choses auxquelles nous nous heurtons en quelque sorte lorsque nous éduquons les filles et interagissons avec elles dans nos centres éducatifs. Ensemble, nous repensons certaines de ces normes, nous les examinons, nous les critiquons et nous les analysons. Et au fil du temps, nous voyons que les filles commencent à faire évoluer leur manière de penser. Donc ça a été un voyage intéressant. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire car nous parlons de centaines d'années de normes qui ont été largement acceptées et adoptées. Mais je suis convaincue qu'avec le travail que nous faisons via Girl Pride Circle avec les adolescentes et les communautés, que ces normes sont des choses qui continuent d'évoluer et nous constatons un véritable progrès en termes de discours au sein de nos communautés. De quelle manière et comment le travail de votre organisation a-t-il été affecté par la pandémie actuelle de Covid-19 ? La pandémie de Covid-19 a en effet frappé nos communautés, notre pays et effectivement le monde entier, et cela avec plusieurs conséquences. Ainsi, par exemple, nos centres d'enseignement ont dû être interrompus à la mi-2020 lorsque les écoles ont dû être fermées à travers le pays pour endiguer la propagation du virus. Et cela signifie que pendant environ 1 an, nous n'avons pu ouvrir aucun de nos centres d'enseignement. C'était impossible. Contrairement à de nombreuses régions du monde, il nous a été impossible de passer à un enseignement en ligne en raison de la démographie avec laquelle nous interagissons. Il y a des jeunes qui ont à peine accès aux téléphones portables ou aux appareils connectés à Internet via lesquels nous pourrions enseigner les modules et le programme proposé habituellement dans nos centres. Et donc, c'est certainement un domaine qui représente une opportunité. Effectivement, notre équipe chez Girl Pride Circle considère cela comme une opportunité de continuer à réfléchir à la manière dont nous pouvons innover et garantir qu'à l'avenir, quand il y aura des situations d'urgence comme la pandémie actuelle de Covid-19, les activités des centres d'enseignement ne devront pas être interrompues et nous pourrons normalement continuer virtuellement sur Internet et toujours atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais heureusement, nos sociétés continuent de rouvrir et les écoles reprennent pleinement. Certes, nous relançons nos centres d'enseignement, mais c'est également l'occasion pour nous de réfléchir à la manière de diversifier les points d'accès au-delà des espaces physiques où nous interagissons avec les filles. Regardons vers l'avenir. Quels sont les problèmes émergents ou les droits non encore établis sur lesquels votre organisation a tendance à se focaliser ? Bien sûr, chez Girl Pride, nous allons continuer à nous concentrer sur des enjeux comme l'éducation des filles et la violence sexiste qui, vous savez, nécessitent une grande partie de notre action à travers les communautés, à la fois en termes de sensibilisation individuelle et communautaire et de promotion en faveur d'un changement politique et juridique. Eh bien, il y a de nouveaux problèmes dans tous ces domaines autour des droits des filles qui émergent, qui continuent d'émerger et nécessitent l'attention de notre public. Donc, par exemple, au Nigeria, nous avons actuellement plus de 104 millions de personnes en ligne. Beaucoup de gens commencent à utiliser Internet, y compris les filles et les femmes. Et cela présente de tout nouveaux défis pour certaines problématiques que nous connaissions déjà. Comme par exemple la violence sexiste. Nous voyons diverses formes de violence sexiste se déplaçant des espaces physiques aux espaces en ligne. Et nous devons faire beaucoup pour sensibiliser la société en général à la sécurité numérique. Par exemple, prévenir l'intimidation en ligne, prévenir la violence sexuelle en ligne et veiller à ce que nos lois soient mises à jour pour refléter ces nouvelles réalités et pour protéger les filles au sein des espaces en ligne.
Et c'est vraiment très important. Nous voyons que les droits des filles sont de plus en plus à l'ordre du jour. Mais pour nous, il n'est pas l'heure de se reposer. Il est l'heure de faire encore beaucoup plus pour que les droits des filles et des femmes ne soient pas seulement quelque chose dont nous parlons, mais une réalité qui se vit, une réalité que nous voyons et ressentons. Avez-vous des recommandations à faire au gouvernement et aux principaux décideurs africains pour garantir que les droits des filles et des femmes sont préservés et respectés? Je pense qu'il est vraiment important pour nos gouvernements, nos décideurs, nos responsables politiques d'avoir la volonté d'impliquer davantage les filles, en particulier les adolescentes, dans les processus de prise de décision. Car il y a toujours ce soupçon que les jeunes ne sont pas prêts pour le leadership, quelle que soit sa signification. Mais nous voyons que les jeunes continuent à innover. Nous voyons des jeunes continuer à dire la vérité au pouvoir, en particulier chez Girl Pride Circle. Les adolescentes que nous formons sont époustouflantes. Vous savez, le genre de conversation qu'elles proposent. Ces filles, nous leur avons fait confiance pour rédiger des politiques pour les communautés, pour guider leur communauté, et elles ont fait un excellent travail. Je me demande ce que cela donnerait si elles avaient également la possibilité de prendre des décisions et de contribuer aux différentes politiques à une plus grande échelle. Donc je le recommande vraiment, et je soutiens nos décideurs et nos gouvernements qui veulent donner de la place aux jeunes filles. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Olaloua Abagoun ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!